Salut les copines, salut les copains, bienvenue sur la chaîne YouTube First Team Sport pour ce 6e épisode de Bagarre Générale dans des conditions de confinement évidemment, chacun chez soi. Je ne suis pas tout seul comme d'habitude, avec moi et avec nous le monstre Anguille, Bonjour spécialiste Bossi. du Glory, champion de JJB, enfin champion en tout cas fort pratiquant, chanteur et frontman du groupe de rock Tchernobyl. Loïc est là avec nous. Salut Loïc, Bonjour les copains. ça va bien? Ça va très bien, très T'as un très très beau bien. chapeau. Merci. Tu es en Par extérieur, l'épisode. Exactement, je vous montre, je suis depuis mon confiné chez moi, depuis Montreuil. Voilà, c'est ça se beau. passe bien. Monsieur a une terrasse. Balcon, balcon. Avec nous aussi, la vraie patte de Paname, notre spécialiste boxe, journaliste sportif chez RMC Sport, iCanal+, entre autres. Cricri d'amour, tu es là aussi. Salut Adrien, salut à tous. Ça va bien? Ça va tout doucement. On passe le confinement au mieux, on fait ce qu'on peut. Bon, c'est le principal, il faut rester confiné. Et Exactement. évidemment, comment encore le présenter, le teigneux, mais sérieux. Eric, préparateur mental, créateur du podcast audio Fréquence MMA disponible sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Ancien pratiquant de MMA aussi. Comment ça va, mon petit bichon? Bah écoute, ça va comme quelqu'un qui s'est levé à 3h30 du matin pour enregistrer parce que je suis dans un confinement mais à 10 000 km. Confiné dans un bureau de PDG. Le petit bureau marin avec la référence à Quint. Les dents de la mer. De Merci circonstance. d'être là, les gars. J'espère que vous allez bien, que vos proches et vos familles vont bien, comme tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Nous sommes ici pour discuter principalement de l'UFC 249. Que s'est-il passé? Nous avons notre Isabelle Giordano du MMA, Eric, par qui la news est arrivée en France C'est vrai que tu as été. pour la première fois. On va pas faire du faux suspense. Hein. L'UFC 249 est officiellement reporté. Hein. Ils veulent pas qu'on me dise annulé. Donc c'est reporté. On va faire un petit peu la genèse de tout ce qui s'est passé à ce sujet parce que ils ont insisté beaucoup. Le main event a changé. Il y a eu d'autres annulations. On va revenir dessus. Tous les détails seront là. Et puis aussi un crochet box préparé, concocté par Christian parce que Exact. ce confinement mondial maintenant quasiment a des répercussions sur le monde de la boxe aussi et nous allons revenir dessus. Pas de bazar général cette fois-ci évidemment parce que on n'est pas ensemble, il n'y a pas la ceinture, c'est pas rigolo. On Ça fera fait le ça bazar vraiment. dans le... Oui, il y a suffisamment de bazar. On se retrouvera dans le studio de la First Team. Comment vous voulez qu'on commence sur ce sujet de l'UFC 249 qui est annulé, postponed, reporté? Eric, tu as peut-être une petite genèse à nous faire. Bah ouais, je pense que ça peut être intéressant justement de reprendre, alors pas tout depuis février ou quoi que ce soit, mais quand même d'en prendre un petit peu ce qui s'est fait dans l'ordre, ce qui permettra aux gens qui nous écoutent de comprendre vraiment comment on en est arrivé là, Ouais. comment l'UFC a repoussé et finalement comment l'UFC s'est fait, entre guillemets, taper sur les doigts en effet domino. Voilà. D'accord. Eh bien, nous Euh, t'écoutons, mon cher ami. Bah, oui, alors après, bien entendu, hein, je vais pas faire un monologue d'un quart d'heure, on peut se… Et si on te regarde tous, t'as la pression. Non, non, mais C'est à faire, c'est à faire. ce qu'il faut voir, c'est que dans cette crise-là, finalement, Dana White a commencé très rapidement, dès l'UFC Brasilia, qui avait été un événement à huis clos, à répondre aux journalistes en mode « j'emmerde le coronavirus ». Ça avait été une réponse très claire tout de suite. Et finalement, il a gardé cette trajectoire-là quasiment jusqu'au bout en changeant un petit peu les mots. Il va quand même dire tout le temps « j'emmerde le coronavirus », mais en gros, c'était sa stratégie-là. Une chose qu'il faut dire tout de suite et vraiment préciser aux gens qui nous écoutent et peut-être les plus newbies, Dana White est en effet président de l'UFC. Il est un peu le taulier, mais l'UFC a été racheté par Endeavor, donc c'est Endeavor qui a des décisions finales. Si Endeavor avait dit tout de suite on arrête là, Dana White aurait dit bah oui, le mieux pour nous, c'est d'arrêter là. Voilà. Wade, c'est le porte-parole, c'est pas le décideur. Exactement, exactement. Donc après, il fait partie des conversations, etc. Mais il ne faut pas mélanger parce que, en effet, il fait beaucoup de moi-je, mais bon, il y a beaucoup de monde derrière. J'aimerais revenir justement un petit peu là-dessus sur ces communications et avoir vos avis.
On a vu donc un Dana White à la limite de l'arrogance, hein, quand même, en insistant là-dessus, en étant un petit peu une caricature américaine de nous, on est plus fort que tout, on va pas se cacher. On l'a vu dans une interview déjà confinée, où en gros il dit de toute façon on se cache pas du cancer, on se cache pas des accidents de voiture. Le journaliste lui répond oui, sauf que on n'attrape pas un cancer en serrant à la main de quelqu'un. Il élude et en gros il explique que, comme tu le disais Eric, il s'en fout. Comment vous avez pris ces infos-là, Loïc puis Christian? Ouais, écoute, moi j'ai vraiment l'impression que, alors en bon défenseur de Donald Trump, en bon pote de Donald Trump et en bon partisan de Donald Trump, qu'il est, hein, il ne l'a jamais caché, c'est un fervent partisan de Donald Trump, il a clairement servi en quelque sorte de porte-parole du discours, j'ai l'impression, de Trump auprès des fans de sport, de MMA, etc. Et bizarrement, je trouve que les termes qu'il employait, la manière qu'il avait de discuter était très, très, très proche de la manière qu'a Trump en fait de présenter le problème, quoi. C'est-à-dire de minimiser le truc, de dire que c'est pas grave et de toute façon on est les meilleurs et on continuera de le faire quoi qu'il arrive. Et toujours un peu plus dans la surenchère. Voilà. J'ai d'autres sujets sur lesquels je voudrais parler, mais je le ferai après. Je pense que là, on va se focaliser sur Dana White, mais moi, j'avais vraiment l'impression de voir Donald Trump avec le crâne rasé et sous protéines, quoi. Ouais. Protéines, t'es gentil. Ouais. Christian. Bah, moi, je pense que pour Dana White, c'était une occasion assez unique pour Dana White et l'UFC d'occuper l'espace à un moment où, ben, on l'a vu assez rapidement, ben, la NBA s'est arrêtée, le hockey s'est arrêté, le baseball n'a pas démarré. Donc, je pense que la stratégie, alors par le biais de Dana White, qui a eu un discours assez vindicatif, effectivement, mais c'était d'occuper l'espace du mieux qu'on peut. Et je pense que ça partait d'un bon sentiment. Peut-être pas du mieux qu'on peut, mais le plus possible en tout cas. Voilà, le plus possible en tout cas. Et je pense que même si le discours était très maladroit, très vindicatif, même agressif, et je pense que pour les gens qui ne connaissent pas le personnage d'Anna White et qui, parce qu'il n'y avait pas de NBA, pas de NHL ou plus aucun autre sport, découvraient un petit peu le personnage d'Anna White qui est pour beaucoup de monde à la tête de l'UFC, hein, même si comme Eric l'a dit, il y a du monde au-dessus de lui, mais pour beaucoup de monde, Dana White est le numéro uno de l'UFC. Je pense que ça a envoyé un très mauvais message dans un premier temps. C'est vraiment, il s'est mis à dos, je pense, pas mal de gens qui découvraient ou qui avaient l'intention de découvrir l'UFC en tenant ce discours-là. Je pense que de prime abord, c'était la bonne chose à faire si l'événement pouvait vraiment être maintenu. Je pense qu'il fallait qu'il adopte cette posture-là de manière beaucoup moins vindicative, en tout cas, à mon sens. Oui. Donc, en effet, il y avait une brèche business, on va dire, dans laquelle ils se sont engouffrés d'une manière, comme des dingues, quoi, tête baissée. Ouais. Et c'est vrai qu'en termes de morale, c'était un petit peu particulier. Ton point de vue là-dessus, Eric? De toute façon, je vais continuer de dérouler parce que ça répond un petit peu à ce qui s'est dit là. C'est que c'est juste une question de pognon, en fait. C'est le petit bémol que je mets avec Christian là, c'est qu'il n'y a pas de bonne intention à la base. C'est derrière, on sait, c'est Endeavor qui a l'UFC. Endeavor, comme toutes les grosses compagnies du monde, perdent de l'argent, dégraissent. Ils ont beaucoup investi l'année dernière et ils comptaient notamment sur une grosse année de l'UFC avec notamment un retour de McGregor et cet argent d'ESPN qui reçoivent. Il faut rappeler, ESPN, c'est le diffuseur exclusif de l'UFC. Il y a un deal financier qui est assez monstrueux. On est sur 1,5 milliard sur 5 ans. Et vous rajoutez des pay-per-view qui a une garantie d'équivalent d'à peu près 500 000 ventes, je crois, par pay-per-view. Donc, c'est énorme. Le deal était simple cette année. 42 events fournis à ESPN, tu prends 750 millions minimum. Voilà. Mais il faut absolument que les 42 events soient maintenus. Donc, il ne faut pas chercher plus loin. Il n'y a pas d'amour du fight, il n'y a pas d'amour des fighters, il n'y a pas on va donner quelque chose aux gens. Non, c'est l'argent. C'est uniquement l'argent qui a motivé ce truc-là. Mais justement, ce qui est marrant, c'est tu parlais d'ESPN. Du coup, je voudrais rebondir là-dessus parce que, je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui est passé à côté de. Alors, peut-être toi, Eric, parce que tu n'es pas en France, mais de l'arrivée de Disney Plus en France.
Alors moi, je me suis abonné et ce qui m'a choqué, c'est de voir la quantité de droits qu'ils ont. Parce que je savais qu'ils avaient Star Wars, ce genre de choses. Et j'ai découvert, en fait, grâce à ça, à tout ce qui s'est passé, que en fait, Disney possède aussi ESPN. Et j'étais là, Voilà, mais en fait, ils sont c'est ce qu'il faut partout. C'est un rappeler. truc de ouf, quoi. Disney s'est positionné sur beaucoup de droits, beaucoup de diffusion, comme un énorme groupe maintenant qui pèse énormément. Et ESPN appartient à Disney, au groupe Disney maintenant. Parce que Et je vais vous montrer une chose, parce que tout à l'heure, en bon élève que je suis, je checkais le hashtag UFC 249 sur Twitter. Voilà, donc ça, c'est le premier article qui tombe, évidemment. Et je vous laisse regarder la première pub sponsorisée qui tombe. ouais, C'est Disney+. ouais. Là, donc Forcément. même ceux qui voilà, moi, ça vraiment ça me fait bien halluciner tout ça. Donc, Et, je pense spoiler un tout petit peu ce que va dire Eric après. J'essaierai de pas trop le faire durant cette émission. Mais en effet, ce sont les boss de Disney qui ont cuté cet événement. Ah ouais, mais là, c'est un énorme spoil. On est au tout début. Je suis un enfoiré. Je suis un enfoiré et comme tu as 9000 km, tu peux rien me faire. Donc, j'en profite. Je suis fourbe, Eric. Tu le sais, ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, droit dans les yeux. Rien. Bon. Donc, du coup, si l'UFC s'est vautré en termes de communication, est-ce que Disney, là, ne fait pas un très gros coup en disant nous, on est responsable, on est cool? est-ce qu'ils se sont vraiment vautrés ou pas? Parce que, par exemple, bon, moi qui bosse un peu dans cet univers-là, j'ai souvent des collègues qui m'envoient Ah, tiens, j'ai entendu parler de l'UFC pour ça. Généralement, voilà, c'est. Mais là, j'ai rarement eu autant de personnes qui m'envoyaient des infos d'actualité sur l'UFC. Genre, ah putain, il a acheté une île. Ah, ça va se faire dans une réserve indienne. Enfin, tous les jours, c'était un truc encore plus what the fuck. On s'attendait limite à ce qu'il les fasse combattre contre des animaux à la fin de la semaine. Genre, c'était. Mais, C'était parce qu'il n'y avait que ça comme news aussi. je suis d'accord, mais j'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont. Enfin, cette histoire d'île, c'est quand même incroyable. On se serait cru dans Tekken, quoi. C'est génial, ça. C'est juste incroyable. Si ça s'était fait. Vous avez totalement détruit la chronologie d'Eric. Ah, je suis comme un dingue. J'ai beaucoup de peine pour lui parce que je sentais qu'il s'était investi et qu'il voulait vraiment. Et je trouvais ça très intéressant qu'il aille dans l'ordre pour que les gens soient au courant d'exactement tout ce qui s'est passé. Alors, Mais reprends je vais te laisser la parole, Eric. On va lui donner la parole pour qu'il puisse Eric. C'est totalement ce qu'on vient de faire. Non, pas ce qu'on vient de faire, ce que tu viens de faire. Il y avait Loïc aussi. Et en plus, je suis pas une balance, t'as vu? Non, mais ouais, il y a eu le spoil avec Disney, mais c'est vraiment important de le faire dans l'autre parce que on voit à la fin que finalement, c'est même pas Disney. Donc, c'est pour ça que c'est important. Voilà, encore je savais, donc il y a encore du suspense. On croit que je spoil, mais il rajoute un suspense. C'est le showrunner de Bagarre Générale, c'est tout, voilà. T'as un peu le Dana White de Bagarre Générale. C'est ça, avec moins de stéroïdes. Non, mais beaucoup moins. Je vais pas pouvoir y arriver. Donc, non, avançons un petit peu parce qu'au moment à mars, on parle déjà d'une réserve indienne dans l'Oklahoma. Ça capote, ça se fait pas. Donc déjà, on sait que l'Apex à Las Vegas aussi, pareil, dans le Nevada, ils disent plus d'événements. Donc là, on se dit, bon, bah, finalement, ils vont peut-être tout repousser. Non, ça continue. L'Apex, on rappelle, c'est un complexe dans le Nevada acheté par l'UFC où il y a absolument tout. Voilà, cage, salle d'entraînement, studio télé, donc ils voulaient le faire là-dedans. Et puis finalement, ça n'a pas pu se faire non plus ici. Derrière, ils enchaînent la mauvaise nouvelle. Khabib quitte les États-Unis, va à Abu Dhabi, puis rentre au pays en Russie. Il ferme les frontières, il ne peut pas repartir. Donc là, du coup, il est off de la carte. Et on se dit, bon, bah voilà, avec le plus grand combat de la carte, le combat que tout le monde attend, ils vont comprendre que peut-être qu'il faut repousser. Non, toujours pas. L'UFC, là, à ce moment-là, lâche pas. Ils vont réussir à… J'aimerais vos réactions sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux à partir du moment où Khabib s'est retiré, justement, parce que je trouve qu'il a fait un communiqué de presse d'une responsabilité remarquable. Parfois, en termes de communication, il n'est pas toujours tip-top. Là, je l'ai trouvé absolument impeccable et pourri. C'était carré. Et je vais rebondir sur ce terme pourri parce qu'il s'est fait derrière pourrir. Et on pourra aussi faire un lien parce que, mine de rien… Il est passé pour un… Oui, Christian, termine.
Oui, non, je disais, il est passé pour un mec qui abandonne, pour le mec qui a peur. Conor McGregor s'est jeté sur l'occasion, évidemment, pour y aller de sa réaction Très et paradoxal d'ailleurs. pour le tirer. Et là, moi, j'ai trouvé ça très, très injuste, alors que, effectivement, comme tu l'as dit, il a fait ce qui était le plus sain. À partir du moment où le virus commençait à prendre de l'ampleur aux États-Unis, j'ai dit, potentiellement, s'il y a un autre endroit dans le monde où on peut le faire, moi, il n'y a pas de souci. Il est allé à Abu Dhabi et ensuite il est rentré chez lui. Mais je crois que quand il a rebasé son camp à Abu Dhabi, il était toujours dans l'optique, il s'entraînait toujours et il était toujours dans l'optique de combattre. Et il attendait potentiellement le lieu où on lui aurait dit, voilà, viens avec ton équipe et on va faire le combat à cet endroit-là. Donc, moi, j'ai trouvé ça très injuste envers lui. Et je pense que, mine de rien, ça aide un tout petit peu son image, même si sur les réseaux sociaux, il s'est fait pourrir. Mais je pense que d'un point de vue général et d'un point de vue des gens qui ne sont pas forcément que branchés sur les réseaux sociaux, le fan de MMA, surtout aux États-Unis, qui n'est pas forcément très fan de Khabib à la base, a peut-être vu une autre facette du personnage qui peut un peu le ramener plus proche de lui. Voilà. Mais ça met autre chose en perspective aussi, parce qu'il faut se rendre compte que Dana White avait beaucoup de soutien au niveau des fighters. Ça, on peut le comprendre, c'est leur gagne-pain, ils en ont besoin, mais aussi chez les fans. Il y avait beaucoup de fans qui voulaient voir des combats et voir l'UFC être maintenu. Moi, le premier. Hein. Moi, le Toi, premier. Franchement, j'aurais vraiment aimé que cette histoire deal se fasse à une seule condition, c'est que l'UFC nous garantisse qu'il y avait des vrais contrôles sur les fighters, des vrais contrôles sur l'équipe et des vrais contrôles sur tout ce qui est autour d'eux pour être sûr qu'il n'y a pas de mise en danger en fait. Alors, je suis désolé, moi, je vais te mettre en danger parce que je vais donner la parole à Eric tout de suite. Vas-y, Eric, j'ai peut-être pas toutes les infos, mais. Non, mais ils peuvent pas. Non, mais il y a aucune commission athlétique qui a réussi à trouver un protocole qui puisse maintenir la sécurité des combattants. Donc, je ne sais pas, en termes sanitaires. Donc, l'UFC, il y a plein de mesures, très bien, mais quand on va voir que finalement, quand ils voulaient faire leur truc dans la réserve indienne, l'hôpital qui était à 40 bornes, ils n'étaient même pas au courant qu'ils venaient. Ils peuvent faire des choses, ils peuvent dire on a fait ça toute notre vie de protéger des combattants. Là, le monde entier, personne ne trouve vraiment des solutions, à moins qu'ils déplacent le professeur Raoult avec eux et une unité médicale. Mais bon, ils n'ont pas, il n'y a pas de. Il n'y a pas. Pour résumer, même s'ils font de leur mieux, ils ne peuvent pas garantir à 100% la sécurité sanitaire de l'événement, des fighters, des officiels de l'UFC. Donc, ça paraît quand même complètement inconscient. Enfin, c'est mon avis. Je ne sais pas quel est le vôtre. Écoute, on va arriver là-dessus parce que si on continue à dérouler, on va arriver sur les recommandations de la commission athlétique, du gouverneur et tout ça. Donc, déroulons. On continue à dérouler. Donc, on a vu tous la carte qui a été montée. Donc, ils ont réussi finalement à monter la carte avec Gaethje contre Ferguson. Ils ont rajouté ce petit titre léger intérim pour mettre un peu de sel. On nous a annoncé la carte la plus badass ever, hein, selon Dana White à un moment. Bon, c'était une carte très sympa, mais bon, pas non plus la carte de l'année. Et là, on se dit, OK, mais où? Parce qu'on n'a toujours pas le lieu. Et la rumeur qui arrive de plus en plus, c'est que ça va se faire en Californie. Et à ce moment-là, on se pose tous la question, on se dit, il y a un problème parce qu'il y a une suspension des sports de combat en Californie suite au Covid-19. Il y a plusieurs semaines, le gouverneur… Il y a plusieurs semaines, le gouverneur de l'État de Californie, Gavin Newsom, a sorti un décret exécutif qui ordonne aux gens de rester chez eux. Donc, on se dit tous comment l'UFC va faire. Et boum, la carte des Indiens ressort. Le lieu fuite, Taichi Palace Resort Casino, situé près de Lemoore en Californie, et un casino qui est sur la terre de la tribu Tachi Yokut, qui fait partie de la communauté indienne Santa Rosa, reconnue au niveau fédéral. Voilà, ça c'est important. Et il faut savoir que c'est un casino quand même qui a reçu des événements dans le passé, comme le WEC et tout ça, ou leur Taichi Fighter Series et tout, donc, et sous contrôle de la commission athlétique de Californie. Sauf que là, messieurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'en allant là-bas, sur cette terre-là, ils sont plus sous la juridiction de la Californie. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. On reste chez vous. Et les combats aussi n'avaient plus besoin d'être approuvés par la commission athlétique de Californie.
C'est par qui du coup alors? Parce que D'accord. il y a une question qui s'est posée aussi sur les réseaux sociaux à un moment, c'était de dire qui du coup va arbitrer, première Ouais. chose, et qui du coup, les résultats vont être comptabilisés par qui? Parce que En si tu n'as fait, pas de juridiction, bah… ils faisaient leur tambouille par eux-mêmes. Ils passaient outre. Voilà, c'est ça. Parce que la Commission athlétique de Californie, franchement, elle a annulé tous les sports de combat jusqu'au 31 mai minimum. Hmm. Voilà. Je vous donne quand même la déclaration, avant de revenir sur ce que tu as dit, Loïc, la déclaration de la Commission athlétique de Californie, quand même, c'est important. La commission suit la direction donnée par le gouverneur de Californie, le département de santé publique, les officiels locaux de la santé, ainsi que les recommandations de l'Association of Ringside Physicians, donc c'est la protection de la santé des athlètes dans le monde entier, recommandations concernant l'annulation des événements où les gens pourraient risquer de contracter le Covid-19. La commission athlétique encourage l'industrie, donc du MMA, à faire de même. La commission athlétique de Californie ne participera pas à l'UFC du 18 avril, quel que soit le lieu de l'event. Pour info, le Ringside des physiciens, là, des médecins, le collectif, avait mis à jour sa recommandation. Ils avaient appelé au report pour une durée illimitée de tous les sports de combat pendant la pandémie. C'est une recommandation. Hein. Et pour finir, et pour te redonner la main, Loïc, là-dessus, c'est la commission, l'ABC, que connaît très bien notre cher Christian, hein, Association of Boxing Commission et Combative Sports, qui a indiqué que si les combats avaient lieu, il considérait la possibilité de déclarer l'UFC 249 comme un événement non valable et qu'en gros, les officiels qui prendraient part au show pourraient faire face à des sanctions de leur commission mère. Ah ouais, ok. Mais tu sens qu'ils n'ont pas eu des coronesses longtemps parce que quelques heures après, au final, ils ont dit non, finalement, on valide. Ouais. De toute manière, pour cette question, Loïc, qui va arbitrer, est-ce que ça va être comptabilisé? Ce n'était absolument pas le problème de l'UFC. L'UFC voulait absolument maintenir cet événement pour assurer le contrat avec ESPN. Donc que derrière les combats soient comptabilisés ou pas, ouais. T'as quand même une ceinture en jeu. C'est compliqué. C'est comme si tu disais, on met, ceinture intérim, mais c'est comme si tu disais, je mets une Coupe de France, bon, au final, elle compte pas. Enfin, de foot, tu vois, je veux dire. Oui, mais encore une fois, l'enjeu n'était pas là. L'enjeu était financier. Ça, on est d'accord, mais on le sait bien avec l'UFC, c'est de cocher la case chez ESPN. On a promis un événement ce jour-là, il a été tenu. Next. Il faut rappeler le contexte aussi. Hein. Le dernier UFC qui a eu lieu, c'est l'UFC Brasilia. Entre l'UFC Brasilia et l'UFC 249, il y avait 3 cartes de prévues. Elles ont toutes été annulées. Et celui-là, ils se sont, pas que Dana, hein, soyons honnêtes, ils se sont obstinés à la faire. Joe Rogan a communiqué là-dessus en disant Dana White est comme un dingue. D'abord, il y a le combat Khabib-Tony qui devient une marotte et qui est en train d'obséder Dana White. On est quand même à la 5e. Ah, c'est un marronnier. Hein. Donc, c'est un marronnier pour lui. Voilà, il est à fond dessus. Et au-delà de ça, il y avait surtout ce contrat avec ESPN parce que ESPN a collé la pression à l'UFC en leur disant les mecs, on a un contrat. Nous, on fera ce qu'on a dit si vous faites ce que vous avez dit. Il faut savoir le contexte aux États-Unis. Dans toutes les boîtes, les gens se font virer par SMS parce que ça ne travaille plus, ils n'ont plus de thunes, etc. Endeavor, ce que tu me disais, Eric, et ce que tu disais tout à l'heure, ils dégraissent, donc ils ont viré un nombre de gens pas possible. Ils ont des pertes phénoménales. Là, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre cette oseille-là vis-à-vis Il y a autre chose. J'ai une petite question sur le contrat ESPN UFC. Alors, est-ce que si l'UFC assure, admettons, 41 des 42 soirées prévues, est-ce qu'ils prennent une partie de l'argent ou est-ce que les 750 millions sont annulés et passent à la trappe totalement? Non, ça va pas à la trappe, 750 millions s'il manque un événement. Mais, moi, je ne suis pas sûr. Un ou plusieurs, quoi. Non, je ne suis pas sûr. Non, ils ont quand même dit qu'ils… En fait, le truc, c'est que c'est le goût. On va devancer, quoi, mais ça vient de tout ça vient de là où… Bravo, Christian, hein, c'est vraiment sympa. La pression est venue au-delà de Disney. Donc, en fait, ils vont trouver un intérêt commun. Et pour le moment, l'idée est toujours de, quoi qu'il arrive, maintenir les 42 events
quitte à faire un événement le mercredi, un événement le samedi, 2 événements par semaine. Oui. Quoi qu'il arrive. Pour revenir sur la question de Christian sans empiéter sur le déroulé, Eric, moi j'ai trouvé ESPN pas super sport dans cette histoire parce qu'à un moment ils leur ont collé la pression en disant écoutez les gars, nous ce qui se passe c'est pas de notre faute, c'est pas de votre faute, ok, mais nous on a un contrat. Et moi je pense, peut-être que je me trompe, mais le business aux États-Unis c'est pas des enfants de cœur. À mon avis, s'il y a 41 événements et qu'il y en a 42 de prévus, le contrat, il est caduc. Pour moi, ça se passerait plutôt comme ça. Là, maintenant, ça vient de ESPN et à ce que tu nous teases, Eric, de plus haut. Donc, la responsabilité de l'UFC n'est plus engagée. Là, ça change les choses. Mais avant ça, si ça venait de la part de l'UFC sans que ESPN ou au-dessus ne bloque, je pense que c'était pour la pomme de l'UFC. Non, puis il y a aussi un truc qu'on oublie de dire, c'est que avec l'annulation de ce giga événement qui était quand même un peu l'événement de l'année, on va pas se mentir, ça annonce une chose, c'est que tant qu'on ne sait pas quand est-ce que ça arrête le confinement, tout ça, il n'y a plus rien. C'est game over, on ne peut plus rien faire. On peut pas aller sur la Lune, on ne peut pas acheter de deal, c'est foutu. Si on ne peut pas faire cet event, il n'y a plus d'UFC pendant. On ne sait pas quand, puisque même nous ici en France, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et on est déjà plus en avance que sur, j'ai envie de dire, la récession. Et je pense que c'est aussi pour ça que Dana White se voulait, un peu comme Trump, rassurant pour sa communauté, les gens qui payent, qui sont abonnés à UFC Fight Pass. Moi, je paye dans le vent, là, en gros. Enfin, je pense que c'est un peu le cas pour nous tous, mais il y a un moment, je ne vais pas me regarder 6 fois tous les Pride et tous les anciens UFC, tu vois. D'ailleurs, il y a une semaine ou 10 jours, il y a eu une déclaration du président américain Donald Trump qui apparemment a eu une réunion avec tous les boss des grosses ligues de sport américaines en disant une visioconférence. Les gars, il faut que ça reprenne. Ces sports sont faits pour être pratiqués, pour être joués. Les Américains veulent en voir. Allez, on y va. Et puis au final, non. Bon, Eric, allons-y. Continuons sur le déroulé des événements qui ont amené finalement à cette annulation ou report. Petite précision sur le Taichi Resort Palace, c'était qu'à partir du 249, on enchaînait les événements, on enchaînait les événements pour arriver en gros fin mai à retrouver le planning régulier qui était prévu. Donc en gros, ils s'installaient là-bas pour 2 mois minimum. Ouais, okay. Ça aussi. C'était un camp UFC, quoi. En gros, c'était essentiellement pour beaucoup de combattants américains ou ceux qui pouvaient vraiment venir au pays. On parlera de Lille juste après. Lille était dans un premier temps, et c'est pas terminé le coup de Lille, destiné aux combattants internationaux qui ne pouvaient pas se rendre sur le sol américain. Et pour s'entraîner surtout. C'est ça s'entraîner et combattre. Garder le rythme d'entraînement parce que qui veut voir un combat Khabib-Ferguson ou Ferguson-Gaethje si les mecs ne se sont pas entraînés depuis 2 mois? Enfin, je veux dire, les gars, ils n'ont pas de cardio, ils n'ont pas de kick, ils ont rien. Enfin, si le cardio, tu le gardes parce que j'imagine qu'ils ont des centres d'entraînement personnels, mais t'as pas de sparring, t'as rien. Le combat, c'est un combat cheap. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Le problème, c'est que j'ai l'impression que la plupart des gens qui suivaient le sport, à un moment, ils s'en foutaient de ça. Et encore une fois, moi je le répète, moi le premier, j'aurais vraiment kiffé que cette histoire deal juste pour l'histoire, le kiff, et me taper mon UFC. C'est pas fini ça. Lille, c'est pas terminé. Lille, ils sont en train de construire les infrastructures à l'heure où on parle là. Mais je te fais un tremplin là pour que tu puisses continuer. On va arriver sur le pourquoi finalement ça a été annulé. Voilà, on y est. Alors donc, du coup, c'est hier que ça coince. On a déjà le retrait de Rose Namajunas parce que son manager donc annonce qu'elle perd 2 membres de sa famille à cause du Covid-19. On se dit peut-être non, ça change rien. Mais premier push, la sénatrice de Californie Dianne Feinstein qui dit en gros, elle se plaint de cet événement qui est susceptible de ramener avec entre le staff et les fighters peut-être potentiellement des gens qui ont le virus là-bas ou des gens qui vont le contracter là-bas et qui vont après le ramener dans d'autres États. Et qui en gros que c'est un événement qui n'est pas indispensable et elle demande en gros à l'UFC de reconsidérer l'événement en le reportant et d'être responsable. Faire cet événement, ce n'est pas une bonne décision, c'est ce qu'elle déclare. Mais le coup fatal et qui arrive hier, c'est le gouverneur Newsom. Alors lui, il n'a pas du tout apprécié en gros ce qu'a fait l'UFC et Dana White en tête de gondole à chercher par tous les moyens de solution, aller en terre indienne pour échapper à la juridiction de Californie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone, il a appelé en personne la plus haute direction chez Disney. Donc on le rappelle, un Disney proprio d'ESPN. ESPN diffuseur de l'UFC. Voilà.
Et il leur dit, vous prenez les mesures qu'il faut, mais vous stoppez tout ça. Voilà. Et donc derrière, effet domino. On arrête les conneries, quoi. Voilà, effet domino derrière, les plus gros, c'est ce qu'a dit Dana White en plus, hein, les plus gros pontes de chez Disney et de chez ESPN, ils appellent l'UFC Dana White en mode on arrête tout, c'est trop chaud pour nous, on ne va pas pouvoir assumer derrière. Et quand on demandait tout à l'heure pourquoi, ESPN, c'est bien, ils ont eu la lucidité, Disney a eu la lucidité. Non, ils ont back-upé tout depuis le début en fait. Hein. Donc c'est juste là parce qu'on leur a tapé sur les doigts en disant hey, là, la branche, là, vous leur dites tout de suite, on arrête. C'est terminé quoi. Et on a eu Dana White un petit peu la queue entre les jambes hier en interview en train de dire, on reviendra sur ses déclarations après, mais en train de dire, nous on était prêts, on le faisait, mais bon, on est un bon partenaire avec ESPN, ils nous disent on arrête quoi. Est-ce qu'il n'est pas un peu soulagé quand même? Ah non, il a fini en disant, moi je pense que lui était déterminé. Dans un mois, l'île est prête. Dans un mois, l'île est prête, on ne lâche pas l'affaire. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont en faire alors de cette île, Eric? Pour le moment, en fait, le truc, c'est revenir à la normale. Revenir à la normale, je pense qu'il faut quand même avoir une commission athlétique derrière toi qui permette quand même de back-upper et de dire on fait quelque chose de safe. Pour le moment, il n'a pas mentionné ça. Il a juste dit on fait l'île. Là, dès que tout est prêt, on achemine les fighters au plus vite par vol privé et tout. Ils peuvent s'entraîner sur place. On fait tous les combats là-bas. On veut être le premier sport, quoi qu'il arrive, à revenir. Parce que imagine le pire, ça pourrait arriver. Hein, là, la meilleure des situations, c'est ils ont cette île et tous les fighters y vont, ils s'entraînent, personne n'a la maladie, tout se passe très bien. Le pire des cas, ils font ça, ils y vont tous. Il y a un mec qui tombe malade. Ils l'ont tous. Ça fout tout en l'air. Ils l'ont tous. Et là, ça fout tout en l'air. Parce que tu es sur une île. S'il y en a un qui l'attrape, c'est comme ici les évangélistes, quand il y en a un qui l'a eu, ils sont restés une semaine. C'est pas ça le pire, Loïc. Ils le chopent tous. Le pire, c'est qu'il y en a un, et peut-être que oui, ça va devenir contagieux, mais imaginons qu'il y en ait un et que ça se passe mal, et qu'il ait une forme agressive, et qu'on ait un gros pépin, voire un décès. Là, c'est là que le risque n'en vaut absolument pas la chandelle. C'est aussi pour ça que j'ai pas très bien compris pourquoi McGregor s'était attaqué à Khabib, sachant que lui a perdu quelqu'un de sa famille à cause du coronavirus. Non. C'était pas sa tante qui est morte? Il a perdu sa tante et il n'a pas pu se rendre aux obsèques à cause du coronavirus. Mais sa tante n'est pas décédée Je pensais qu'elle était… Contrairement à Rose, où elle a perdu… Oui, Rose, elle a perdu 2 personnes de sa famille qui sont décédées du coronavirus. Mais Conor McGregor, c'est pas ça. Ok, autant pour moi. Donc, voilà pour les informations, pour savoir comment on en est arrivé. Je suis plutôt soulagé. Alors, Eric, peut-être que tu as terminé sur un truc. Non, je reprendrai après. Vas-y, réagis. Okay. Non, mais c'est juste pour revenir sur le fait que ce soit reporté et tout ça. J'ai le sentiment que chez beaucoup de monde, chez beaucoup d'observateurs, alors pas forcément les fans qui voulaient absolument voir leur combat, mais chez beaucoup d'observateurs du monde du sport, il y a une espèce de soulagement parce que ça confinait vraiment à l'inconscience. L'UFC et Dana White en premier passaient vraiment pour des inconscients, des arrogants, des je sais tout, tout ce qu'il y a de plus négatif quand tu es un patron, hein, donc le patron qui est omnipotent, qui veut faire ce qu'il veut et tout. Et je pense que c'est très bien que Disney et ESPN aient finalement freiné un peu le truc, même si je pense et je suis persuadé que quand on arrivera sur les coups de fin mai, début juin, dès que toute l'île sera installée et que tout sera prêt, la moindre mini-carte, même si c'est une carte à 2-3 combats qui peuvent diffuser, ils le feront. Ils sont vraiment déterminés. Et je ne sais pas si on peut enchaîner sur ce qu'a dit Dana White hier lors des lives qu'il a fait sur Instagram. Mais la première chose qu'il dit, c'est l'île de Fight Island, ce qu'il a appelé Fight Island, is real. Donc c'est le premier truc qu'il dit. Alors que tout le monde est au courant, tout le monde s'attend à ce qu'il réagisse sur le fait qu'il entérine le fait que UFC 249 est reporté. Le premier truc qu'il dit, c'est Fight Island, c'est pour de vrai, on va le faire, nous on était prêts et tout, etc. Et il reste dans ce discours-là qui, là pour le coup, est une bonne chose, puisque on sait que c'est reporté, on sait qu'ils prennent leurs précautions, mais
tenir ce discours-là ces dernières semaines, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas de la bonne pub pour l'UFC. Je rebondis sur un truc. Pardon, Juste vas-y. avant toi, Loïc, excuse-moi, par rapport à ce que tu disais, Christian, ce que nous a dit Eric, c'est donc pas Disney et ESPN qui ont freiné les choses, c'est bien Oui, c'est au-dessus, c'est le gouvernement, bien sûr. le Mais gouverneur. Et donc, oui, rendons à César, très bien, très bien. qui appartient à César. J'étais très, très conscient de ça. La bonne responsabilité, finalement, et le bon choix revient au gouverneur et non au diffuseur. Loïc. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Christian en termes de soulagement. Moi, il y a un autre soulagement que j'ai, et surtout, je pense que tous les fans, ils l'ont, ce soulagement. C'est qu'avec le report de l'UFC, on aura un report du coup de Ferguson, Khabib, et pas Ferguson, Gage. Moi, perso, j'en voulais pas de ce combat. Je préfère largement Ferguson-Khabib, et je pense qu'on est tous assez contents que d'un point de vue sportif. Sauf Gadji. Hein? Sauf Gadji. Ah bah Gadji, il a tout perdu. Moi, je pense que Gadji il va prendre un petit peu de sous. Ouais. Déjà, il va prendre un petit peu de sous, mais je pense que Gadji aura son mot à dire quand il faudra renégocier toute cette situation. Et je suis pas sûr qu'il soit totalement perdant dans ce truc-là. Alors, il affrontera pas Ferguson là tout de suite. Il affrontera pas. Moi, je pense qu'il peut se présenter face à Dana White ou face au matchmaker de l'UFC et dire soit je prends le vainqueur de Ferguson-Khabib, soit éventuellement, je prends McGregor. C'est win-win pour lui. Pour lui, c'est win-win. Financièrement parlant, je pense que c'est le grand gagnant. On va redonner la parole à Eric parce qu'à mon avis, là, ça y est, on se met à empiéter. Mais au final, il s'est retrouvé sur cette carte qui se retrouve postponed. Mais du coup, Eric, je ne sais pas si tu l'as dit déjà, j'en ai marre de te spoiler. Mais l'UFC va quand même filer un peu de thunes aux fighters et fighteuses qui étaient prévus sur cette carte. Donc du coup, Gadji, il va prendre de l'oseille. Et si on retrouve Khabib Tony, mais Gadji aura pris de l'oseille sur un UFC 249 où il aura quasiment rien eu à faire dessus. Et derrière, ça va être le gavage contre l'Irlandais McGregor. Donc ça va être cadeau. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Oui, si derrière il a Connor, oui, c'est très bien. Après derrière Gadji, quand même, aux manettes, c'était Ali Abdelaziz. Donc Ali Abdelaziz, il n'a jamais été perdant dans le coup parce que Khabib n'est pas là. Et qui on a derrière? On a Justin. Ouais. Un bon petit business qui a tourné. Après, très sincèrement, pour Justin Gaethje, comme tu l'as dit en tout début, par rapport aux fighters, on a beaucoup de fighters qui ont dit on combat, il n'y a pas de problème, on est là. Il y en a quelques-uns. Francis Ngannou, du coup, avait été pris sur cette carte. Mais il y en a quelques-uns qui l'ont ouvert, comme Aljamain Sterling, par exemple, qui a dit en gros, non, c'est pas le moment, quoi. Ouais. Voilà, on n'a pas les bonnes conditions, c'est pas le moment. Et que tous les fighters qui disent non, moi je suis prêt, pensent que l'UFC va leur envoyer l'ascenseur, ils se trompent. Parce que c'est vrai que historiquement, l'UFC, on ne se voit pas l'ascenseur comme ça. D'ailleurs, quelqu'un a tweeté là-dessus en disant arrêtez de penser que l'UFC va faire quoi que ce soit pour vous. C'est Sterling. C'est Sterling, ouais. C'est Sterling. Et du coup, on a vu que là, José Aldo va pas pouvoir, a priori, combattre Cerudo. Donc, ils ont mis Dominique Cruz, on va penser à Sterling. Bref, voilà. Mais quand on voit tous les fighters, ma première pensée depuis le début, c'est de se dire OK, laissez passer un petit peu l'orage, trouver une solution, bosser avec les commissions athlétiques, avec les médecins et tout ça, essayer de trouver un protocole qui protège vraiment. Et une fois que tout ça, c'est bon, en effet, faites l'événement à huis clos, en réduit, comme vous voulez, mais il n'y avait aucune garantie qui était là. Donc, même pour nous tous, observateurs, pour certains fans, parce qu'au début, en effet, tout le monde voulait voir les fights, et petit à petit, on a vu beaucoup là sur les réseaux en publiant des gens qui ont dit, voilà, tout ça pour ça, c'est la raison qui l'emporte, etc. Là, moi, je me dis juste un truc avec cette histoire deal. Ils sont partis là-dessus très bien. Juste, faites ça vraiment correctement. Pas juste dans votre coin. Pas juste, on n'a pas besoin de commission, on n'a besoin de personne, on fait notre événement comme ça. Ça, pour moi, tu l'as dit, Christian, c'est de la très mauvaise pub. Au-delà de l'arrogance qu'ils sont en train de montrer partout. Ils divisent énormément, même au milieu des journalistes, parce que Dana White a conspué 3/4 de la presse MMA. 90%. Oui, 80, oui. Je pense qu'on peut s'estimer. On peut s'estimer heureux aussi que le MMA ait été légalisé en France avant, parce que clairement, là, l'UFC passait quand même pour des gros kékés d'un point de vue sport, d'un point de vue international. Et je pense que là, la Fédé de judo, ils auraient été bien contents d'utiliser ça pour dire, vous voyez là. Bonjour, monsieur Roger. Il est partout, Roger. C'est pas lui qui a créé le coronavirus d'ailleurs. Un complot. D'ailleurs, très, très bonne passerelle. Petit aparté, le MMA en France en 2020, pas pour tout de suite. Ça tombe bien.
Très D'ailleurs, compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, je ne suis pas complotiste, hein, il y a un compte Bellator France qui s'est créé sur Instagram. Alors, Oui, alors, pour le moment, ça partage que des images de Ouais. fighters français, etc. Mais non, moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. les garçons, je l'ai vu ce compte. Vous me connaissez? Est-ce que vous avez vu toutes les fautes d'orthographe qu'il y a dessus? Ah, ah bon. Je suis pas sûr qu'il soit très officiel, ce compte. Si, parce que moi, j'ai entendu parler de ce compte par le compte Bellator Monde qui a posté en disant on a un compte Alors, France. Mais il n'y a, pas, y a pas une certification il y a sur ce pas de compte-là de certification, la Top en tout France? cas pour le moment. D'accord. Hier soir, enfin cette nuit, en France, il n'y avait pas de certification et il y avait beaucoup de fautes dans la syntaxe et dans l'orthographe de la communication. Ok. Je vais Alors, regarder tout de suite. au niveau de la syntaxe, je me suis dit, tiens, peut-être, encore une fois, que c'est la partie canadienne francophone qui s'en occupe. Mhm. Parce que c'est vrai que parfois, le Canadien francophone va avoir une manière de parler français qui est un petit peu différente de la nôtre. Mais c'est pas pour ça qu'ils font des fautes d'orthographe grosses comme une maison, quoi, comme des maisons. Donc, je suis assez perplexe sur ce compte. La seule chose qui me fait dire que c'est pas sûr à 100% que c'est un fake, c'est qu'ils ont quand même uploadé des vidéos du Bellator qui, logiquement, auraient dû être strikées par les algorithmes Facebook s'ils n'avaient pas les droits. Donc, je suis dans l'expectative. Attends, je suis sur leur page actuellement. Je vous laisse continuer parce que il me Ok, semble que salut moi- Loïc. Non mais, Donc, si on peut revenir à l'UFC, moi j'ai encore deux, trois non, petits mais trucs. vas-y, continue parce qu'il me semble que moi j'avais justement eu le lien vers la page France depuis la page Bellator Général. Donc c'est pour ça que j'essaie Ça, juste ce de. serait une sorte de validation, ouais, quand même. C'est ça, voilà. Pour revenir sur les compensations financières, on a envie de dire enfin. Alors, je crois que c'est ce qu'ils ont fait aussi pour ceux qui étaient sur la carte en Angleterre, prévu à Londres. Euh, il faudrait bien dire, parce que j'avais zappé un peu le fil de ce que je disais tout à l'heure, quand les combattants disaient nous, on va absolument combattre, il faut savoir que voilà, ils n'ont pas de backup derrière, quoi. Il n'y a pas de. Ils n'ont pas un chômage qui tombe ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment un peu livrés à eux-mêmes et on aurait aimé que l'UFC tout de suite dise restez chez vous tranquillement, on va essayer de trouver une solution, la meilleure solution pour tout le monde. En attendant, vous restez chez vous et on vous compense, on vous file un coup de main. Ça, Comme le Bellator a fait, comme le Cage Warriors a fait, par exemple. oui, mais là, juste sur un événement, moi je te parle encore plus gros sur ceux vraiment qui galèrent et qui même s'il n'y avait pas un fight booké, d'appuyer. Je crois qu'aux États-Unis, c'est un journaliste qui le disait, c'est Luc Thomas, ils peuvent faire activer quelque chose, un fonds d'aide. J'ai pas les termes exacts, hein, les termes anglais exacts. L'UFC aurait pu demander ça justement pour aider aussi les combattants. Pas les laisser. Les combattants, si tu leur dis restez chez vous près de votre famille pendant cette période-là, on va trouver une solution. Peut-être que dans un mois, on est bon, on a tout ce qu'il faut, on peut faire les choses de manière beaucoup plus sécure avec un vrai protocole appuyé par les médecins, etc. Mais là, c'était la course, tu vois, absolument. Il y avait des mauvaises nouvelles qui tombaient tout le temps. Et le lendemain, c'est ce que disait Dana White, il dit oh, le monde s'écroule, bah, nous, on est encore là à bosser parce qu'on va trouver la solution. Et à un moment, arrête-toi, parce qu'au vu du monde entier, ça devient ridicule. Vous cherchez quoi? Ou alors affiche tout de suite, dis tout de suite, vous savez quoi? Le pognon. Et comme ça, au moins, c'est clair. Mais il ne va pas dire. C'est là que je te rejoins, parce qu'au final, il avait aussi beaucoup de soutien. Daniel Cormier en tête de file, d'autres gros fighters, beaucoup de fans. Ouais, on est plus fort. Ouais, l'UFC, le truc des vrais mecs. Un petit peu comme À mon avis, il avait Trump aussi. J'ai rien eu, pas de remarque. Mais pourquoi il avait ce soutien du milieu UFC et des fans UFC? Parce que je reviens à ce que je disais à mon premier propos, c'est que c'était vraiment une occasion unique pour toute cette sphère de se montrer auprès d'un public beaucoup plus large que comme le seul sport. Voilà, le seul sport qui continue. Très honnêtement, moi, je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Donc, moi, j'ai ma maman qui sait que je travaille avec des experts Bonjour, madame. Du MMA. Et elle m'a posé la question sans même que je lui en parle. C'est quoi ce truc de aller se battre sur une île, quoi? Alors, on n'a aucun rapport avec la boxe ou le MMA. Elle ne s'intéresse pas à ces choses-là. Enfin, elle s'intéresse un peu à ce que je fais, mais voilà quoi. Et
elle était au courant qu'il y avait une organisation qui comptait faire un événement sur une île pour des combats. Donc, c'est vous dire à quel point ça aurait pu toucher du monde. Bien Et je sûr. pense que vu le nombre de rediffusions de films de Louis de Funès, de je sais pas quoi, qui passent en ce moment sur les télés françaises, je suis persuadé qu'un UFC, même payant, moi j'ai des potes qui étaient prêts à payer le Fight Pass sur une durée très courte, hein, ou même de s'abonner. Je crois qu'il y a une période de gratuité sur le Fight Pass ou pas? Non. Ouais. Oui, mais attention, Oui. en France, s'abonner au Fight Pass ne Non. permet pas d'accéder au pay-per-view. Ouais. Faut les payer pareil. D'accord, ok. En tout cas, moi j'avais des potes qui me demandaient, qui me disaient voilà, est-ce que tu sais si sur le Fight Pass, il y a moyen de s'abonner le temps d'une soirée? Moi je veux voir ce truc sur l'île et tout. Ils avaient vraiment l'occasion Dans ce cas-là, c'est RMC Sport Club. D'accord. Et ils avaient vraiment l'occasion de fédérer du monde autour de cet événement-là. Et je pense que toute la sphère MMA, c'est vraiment, ils se sont pas réunis pour se dire ouais, on va tous parler d'une même voix et tout, mais il y a beaucoup de gens qui étaient conscients de ça et qui voulaient vraiment que cet événement ait lieu pour montrer que voilà, toutes vos grandes ligues que vous regardez au quotidien, elles se sont arrêtées parce que entre guillemets, c'est des faibles, ils cèdent à la peur et tout ça. Nous, on continue. Ah ouais. Et ça a été terrible pendant des semaines. Mais qu'est-ce que tu veux quand tu as les gens qui suivent de manière… c'est vrai que sur les réseaux sociaux qui appuient, que ton président te dit qu'il faut retourner au boulot, que des gouverneurs dans certains États annoncent il faut être prêt à mourir, hein, faut aller sur Fox, hein, sur la chaîne Fox, il faut être prêt à se sacrifier. On a eu ça quand même à la télé. On a vu. Super chaud. Donc Quand forcément… tu as un président qui dit bon, on va avoir des centaines de milliers de morts, mais bon, c'est pas grave, etc. Le gouverneur dont tu m'avais envoyé la vidéo, ou le vice-gouverneur, Eric, Oui. Au Texas. Texas qui disait les vieux, il faut les crever. Faut pas que l'Amérique meure. Hein. Si nous, les vieux, on meurt, on se sacrifie pour les enfants. Hein. En direct. Lunaire. Terrifiant. Non, mais je rigole pas. Hein. Je rigole, mais c'est horrible. Je rigole parce que c'est vraiment horrible. Donc, quelque part, au final, la raison l'a emporté, la meilleure décision, qu'ils prennent le temps, je pense, de faire bien les choses. On a tous envie de voir des combats. C'est pas le truc de s'ériger en disant « Ah, faut absolument pas de fight ». C'est pas ça. Ça nous manque, comme pour tout le monde. Mais c'est juste, on sait que les combattants peuvent pas bien s'entraîner. On sait que les conditions, par exemple, par rapport au cutting, ils sont encore plus vulnérables au virus. On sait que c'est pas évident de quitter ta famille dans ces conditions-là. Chacun est impacté de plus ou moins. Et de revenir après avec des risques supplémentaires. Voilà, et de ramener ça dans ta famille. Il y a plein de paramètres. Et de dire tout le temps, on fait ça depuis des années, on peut leur assurer la sécurité. Et Dana White qui disait, nous, l'UFC, on leur assure plus la sécurité s'ils sont auprès de nous que s'ils sont chez eux. Bon, là, oui, forcément, après, et là, c'est vraiment… Et Christian, tu l'avais dit, c'est que quand il parle à Breck Okamoto là, sur ESPN, sa première interview, quand il dit qu'ils sont obligés de reporter, vraiment, il est en mode non, mais nous, on est prêts, hein, on peut y aller demain. Moi, je suis prêt, je suis prêt, j'ai tout fait, tout est là, j'ai mon île, j'ai tout, on va envoyer des fighters. Dans un mois, ok, ESPN, on les écoute là, mais dans un mois, je pense que c'est bon, on attaque. C'était vraiment ça pour l'annulation. Et ça pour dire, nous, on est prêts. Hein. Clairement. Et même, juste après, moi j'ai suivi ce qu'il a dit sur Instagram. Il a fait 2 lives. On a fait un premier où il était posé donc face cam. Je pense que c'était face à son téléphone portable où il explique. Donc il dit. Et le deuxième qu'il fait, c'est entre guillemets. Alors moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait les développements et une explication. Hein. Il est dans l'espèce de nouveau centre que l'UFC a créé toujours à Las Vegas. Une sorte de second Apex, je ne sais pas exactement comment l'appeler, mais en tout cas, peut-être un agrandissement de l'Apex, où, entre guillemets, il nous fait un espèce de room tour, une visite d'idées de lieux. Alors, je sais pas, j'ai pas exactement le nom, mais je crois que c'est juste à côté de l'Institut. En tout cas, il me semble que c'est juste à côté des locaux, des bureaux de l'UFC. Donc, il nous fait une petite visite de ce nouvel endroit et tout. Il nous explique qu'il y a tout, que tous les fighters peuvent venir s'entraîner, rester autant de temps qu'ils veulent et tout, que médicalement, tout est parfait. En gros, il continue dans ce même discours de nous dire, voilà, on y est, on est prêt. Ceux qui veulent venir, venez, on est prêt à y aller, quoi. Ouais. Eric, on avance un petit peu parce qu'on a pris du retard et je sais qu'on va se faire charrier par Erwan et Thomas après.
Oui, non, non, il y a pas de problème. Bah, de toute façon, là, on a tous les éléments, voilà, et vraiment insister que ce qui devait démarrer le 18 avril, normalement, derrière, ils enchaînaient des événements toutes les semaines Ouais. dans ce lieu sur la terre indienne, hein. C'était ce qui était prévu, hein. Donc voilà, ce qui est vraiment pour synthétiser, le fait d'avoir fait tout ça au nez à la barbe et de dire la Californie, etc., nous, on passe au-dessus de toutes les règles. À un moment, heureusement, quand même, au niveau de l'État, on a dit, bon, les gars, vous les calmez tout de suite, là, ça suffit. Ouais. Sinon, au niveau de la tendance, pour l'instant, ce qui se dit, c'est en gros, rendez-vous dans un mois. Hum. Ça devrait, en tout cas, reprendre des discussions sérieuses dans un mois minimum, pas avant. Alors, excuse-moi de te Évidemment, couper, Adrien, c'est reprendre les discussions ou organiser un événement dans un mois. comment savoir? En fait, ça va dépendre de l'évolution de la pandémie. Ils sont en train, malheureusement, de Ah, chez crever eux, les c'est dur, hein. scores. Les stats aux États-Unis, ils sont à près de 2000 morts par jour. Ah, c'est terrible. C'est pas fini. C'est absolument abominable. Et eux, ils continuent à parler de sport et de business. Bon, alors heureusement, comme on le dit tous et on est tous d'accord, le gouvernement, bon, à part Loïc, hein, qui lui, en amateur de sang, lui voulait son événement. On s'en fout qu'il y ait des morts, je te taquine. Bon. Ah non, mais c'est vrai. Là, pour l'instant, on se dit un mois, mais personne ne. Parce Non, ce que sera pas un mois. Ce sera pas un mois. on ne sait C'est pas jamais. possible. Si dans 2 semaines, 3 semaines, ça commence à aller beaucoup mieux, je pense qu'ils iront pied au plancher. Si De toute rien façon, n'a c'est sur changé l'île, hein. ou que c'est pire, bah évidemment, ça ne bougera pas de ce côté-là. C'est Non, mais sur après, l'île, hein, maintenant, hein. Si ça doit continuer, c'est sur l'île, hein, de toute façon. Donc tu vois, voilà, comme ça c'est clair, on hein. commence à avoir une amélioration, une diminution du nombre de morts, une diminution du nombre de personnes intubées, etc. Et on nous dit encore qu'on est sûrement enfermé pour un mois. Donc, aux États-Unis, où là, Et ils sont en il y a toujours ce truc que tu disais, Loïc. Tu as des fighters qui sont éparpillés aux quatre coins du monde. Il suffit que tu en ramènes un sur l'île qui est le truc, et bah, voilà, foutus. toute ton organisation est Et foutue, là, quoi. Sans que ce et soit un là, le fighter plan de com, d'ailleurs. Ça peut Ouais, être sans forcément que ce soit un fighter. Il suffit que ce soit un mec de la commission médicale, un mec qui filme, un mec qui. Enfin, tu vois, un peu importe. jardinier, j'en sais rien. un Ouais, jardinier, ça un peut livreur être de n'importe qui. bouffe, un restaurateur, un masseur, un préparateur. Parce que mine de rien, sur cette île, Un même s'il ramène pangolin. pas, même s'il ramène pas il ramène pas de spectateurs sur cette île, il y aura paquet de monde Ah oui. qui sera présent. Parce Mine de qu'il rien, faut oui. un paquet de monde pour organiser un événement UFC correctement. Donc, il y aura beaucoup de monde. Et c'est des gens qui potentiellement viennent des quatre coins du monde, été exposés à ce virus en étant porteurs sains. Ils arrivent sur l'île, ils font ce qu'ils ont à faire en ayant le sentiment que, voilà, même si apparemment il y aura des tests à l'entrée, je ne sais pas exactement comment ils vont s'organiser, mais il suffit d'un mec, comme disait Loïc, et tout part à vol. Juste un petit aparté en plus par rapport au coronavirus, les fighters, tout ça. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça va être une très bonne chose pour les pratiquants. Alors une très bonne chose, le terme n'est pas bien utilisé pour les pratiquants d'arts martiaux que nous sommes, parce qu'il y a un vrai problème qu'on a Surtout depuis moi, ouais. toujours, c'est l'hygiène dans les sports et encore plus dans le MMA. Et j'espère que ça va retirer un peu tous ces problèmes qu'on a pu avoir à deux mecs qui viennent sans se laver, qui reviennent avec les mêmes affaires, etc. J'espère que ça va au moins servir à ça et à nettoyer, j'ai envie de dire, les académies de MMA, Jiu-Jitsu, boxe, compagnie, quoi. Espérons. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour au niveau du point MMA et UFC 249? Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose avant qu'on passe au crochet box? Quasiment terminé. Juste, il a dit dans un mois, on est prêt, on y va. En gros, si ESPN, dès que ESPN donne le feu vert, on y va. Faut juste rappeler qu'il avait maintenu, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, il y aura l'UFC 249. Donc ça, on l'a entendu. Non, il y aura un UFC 249, mais pas le 18 avril. Donc les déclarations là qu'il a faites hier en disant, dans un mois, c'est sûr, on est en train de monter tout là-bas, c'est fait. On voit juste une chose, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il ne décide pas. Voilà. Ce n'est pas lui qui décide. Voilà. Heureusement, d'ailleurs. Il peut dire ce qu'il veut, moi je. Non, il ne décide pas. Mais d'ailleurs, on en parle souvent dans Fréquence MMA. J'ai une petite question. Juste après ta question, Christian, Dana White n'est pas sa première fois de faire des grosses annonces comme ça où après il retourne sa veste. Et en plus, en toute détente, Dana White était celui qui nous avait dit il n'y aura jamais de division féminine à l'UFC. Voilà.
Et puis aujourd'hui, on a les meilleures fighteuses qui sont passées par là, Amanda Nunes. Et il est bien content. Hein. Il est bien content d'avoir une Sûr. division féminine. Ta question, Christian, avant de passer au Ouais, prochain. ma petite question, en fait, c'est est-ce que il peut y avoir la possibilité que UFC 250 soit organisé et soit fait avant UFC 249? C'est-à-dire que la carte soit plus simple à mettre en place, la carte de UFC 250, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Khabib va faire le Ramadan. Je crois que ça commence fin avril, je crois le 24 ou le 25 avril. Donc ça prend du temps, il faut qu'ils reprennent une prépa et tout. Donc voilà, tout ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut arriver au point où on organise UFC 250 parce que c'est plus simple à organiser et on n'a pas à se passer du main event de UFC 249 parce que Khabib ne serait pas prêt. Et ensuite revenir sur UFC 249 pour le faire en bonne et due forme, avoir un Khabib en forme, Tony Ferguson aussi présent et faire les choses correctement. Alors, je pense pouvoir te répondre. Khabib déjà avait annoncé pas pouvoir être prêt en gros au plus tôt début août. Voilà pour Khabib. Ouais. Au plus tôt début août. Et en fait, là, ce qu'il faut s'attendre pour tout le monde, c'est avoir que des cartes remixées. Toutes les cartes annoncées comme elles étaient, elles vont être bougées. On va avoir un bout de ce qu'il y avait là dans un pay-per-view, etc. Ça va être tout va être rebalancé. D'ailleurs, il y aura une petite incidence sur le prochain bazar général parce que vos pronostics sont out, les gars. Vous partirez tous à 0. Ouais. Non. C'est tombé, c'est comme ça. Donc voilà, on va vraiment avoir. Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a des fighters qui vont pas pouvoir acheminer. Il y a peut-être des fighters qui vont peut-être refuser de venir dans ces conditions-là. Donc ils vont remodeler toutes les cartes. Tout simplement. Okay. Avant qu'on prenne un rythme régulier une fois que le gros de la crise sera derrière nous. Ok. Loïc, un dernier mot sur Steven ou c'est bon pour toi aussi? Non, écoute, c'est bon. Moi, j'aurais juste aimé rebondir. Il n'avait pas déjà combattu pendant le Ramadan, Khabib, à une époque? Non. Il me semblait qu'il avait fait des déclarations disant qu'il s'en foutait, qu'il faisait le Ramadan et qu'il pouvait aller combattre. On me dit dans l'oreillette, Loïc, arrête de te caresser. Non, il fait plus. Bon, on passe au crochet box maintenant, parce qu'évidemment, on l'a répété depuis quasiment 1 heure maintenant, tous les sports sont off. Donc forcément, la boxe aussi. Christian, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous faire un petit point sur ce qui se passe, notamment chez les lourds? Joshua Pulev, est-ce qu'on a des news, pas de news? Que se passe-t-il? Alors, Joshua Pulev, de manière beaucoup moins volubile que Dana White, Eddie Hearn, qui est donc le promoteur d'Anthony Joshua, voulait, entre guillemets, que ça reste le 20 juin. C'était prévu le 20 juin donc dans le grand stade de Tottenham. Il voulait que ça reste là. Tout le monde lui faisait comprendre que 20 juin, ce n'était pas possible. Mais lui, il faisait un peu la stratégie de l'autruche. C'est-à-dire que je vous entends pas vraiment. Voilà. Il ne parlait pas, il ne s'exprimait pas. Alors, finalement, je crois que c'est quelques heures ou le lendemain de l'allocution de la reine Elisabeth, il s'est rendu compte que ce serait quand même compliqué pour le 20 juin. On parle d'une date qui serait donc le 25 juillet. C'est une date très, très, très hypothétique. C'est vraiment pas sûr. Mais lui, il aimerait faire ça donc en juillet pour que Joshua ait la possibilité d'encore combattre en fin d'année. Mm-hmm. Là où le Eddie Hearn est un petit peu, pas qu'un peu, est très 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 malin et très filou, c'est que donc dans le même temps, on a Wilder Fury 3 qui, ça m'a été confirmé et qui est vraiment prévu. Comment? Ce sera plutôt Fury Wilder. Oui, plutôt Fury Wilder 3, effectivement. Devait bien avoir lieu en juillet, date qui, moi, ne me plaisait pas du tout. On en parlait dans le dernier bagarre général. Date qui me plaisait pas du tout. Il est repoussé aussi. J'étais au lavant de vous, ça me dérange. On ne peut pas le reporter. Oui, Cricri, il était dans sa maison de campagne. Il a plein de wifi, il est saoulé. Je ne suis pas d'accord avec cette date, les gars. J'ai un barbecue, on ne peut pas. Donc, on me demande aussi. Christian, as-tu des meubles chez toi? Oui, j'ai des meubles. Hein. Merci. Vous êtes bien gentil.
Excuse-moi. Je suis juste professionnel en fait. J'ai des meubles d'ailleurs. Là, je me suis mis en mode studio télé, tu vois. Voilà. Quel pro, mais quel pro. Eh oui, mais c'est ça votre problème. Vous n'y arrivez pas, vous ne suivez pas. On a beaucoup à apprendre de toi, Christian. Où est-ce que j'en étais du coup? Au Lavandou. Eric est mort de rire. Pour la date de juillet pour Fury Wilder 3. Donc Fury Wilder 3 repoussé potentiellement au mois d'octobre. Là où Eddie Hearn est très filou, c'est qu'il s'est exprimé publiquement pour dire voilà, moi je sais que tout le monde veut voir Joshua Fury. Je sais, moi aussi je le veux, Joshua aussi le veut, et Fury aussi l'a dit, il veut affronter Joshua pour toutes les ceintures. Ce qu'il a dit, c'est qu'il aimerait discuter avec Al Haymon, qui est le manager et promoteur de Deontay Wilder, et lui proposer ce qu'il a appelé lui-même, alors je crois qu'il a inventé ce truc-là sur le moment, ce qu'il appelle un step-aside deal. Step-aside, en gros, mets-toi sur le côté. Ouais. Et donc la proposition, ce serait que Deontay Wilder prenne de l'argent pour ne pas combattre Fury, ne pas faire le 3e combat contre Fury, auquel cas, Anthony Joshua donc, ferait son combat. C'est pour casser la clause de Bell, c'est ça? Exactement, voilà, exactement. Et donc, il me semble que c'est, alors j'ai pas de chiffres, mais je pense que c'est beaucoup d'argent. Et donc, auquel cas, Joshua, lui, ferait son combat, défendrait son titre contre Pulev en juillet, si c'est possible. Si c'est pas possible, et que Joshua doit combattre une seule fois cette année, Eddie Hearn a dit on fera tout pour que ce soit uniquement Fury en fin d'année. On proposera le deal à Wilder pour qu'il se mette de côté. Il a dit très clairement, et ça je pense que Pulev, je ne sais pas s'il a entendu ces propos-là, mais il n'a pas dû être très content. Il a dit Pulev, on le mettra de côté sans problème, ça ne posera pas de souci. Et en gros, voilà, le plan, ce serait donc de proposer des deals aux fighters prévus pour les défenses de titre de Fury et de Joshua pour que les deux puissent s'affronter. Ce serait novembre-décembre si les deux n'ont pas de combat cette année. Voilà. Ok. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Ouais, on va se retrouver à dire limite merci à cette pandémie parce que peut-être qu'à cause de tout ça, on va avoir droit au super fight des 2 champions du monde de poids lourd. Ce serait dingue. Bah oui, ce serait plutôt dingue. Oui, mais comme tu l'as dit, hein, si toute cette pandémie amène à ce revirement de situation, écoute. Mais est-ce que ça va pas créer une espèce de jurisprudence dans le monde de la boxe, ce step-aside contrat là, qui en gros ferait outrepasser toutes les règles logiques des fédérations, non? Je vais vous spoiler. Deontay Wilder n'acceptera jamais ce deal. Voilà. Il n'acceptera jamais ce truc. Deontay Wilder n'acceptera jamais ce deal. C'est pas sûr, parce que on rappelle quand même que c'est une histoire de gros sous. Oui, en cas d'un 3e combat, ce qui était prévu, c'était que ça devenait 60-40, 60 pour Fury, 40 pour Wilder. Si on lui donne un petit peu plus, bah, il dira oui. Parce que Wilder, il n'est pas con non plus. Oui, bien sûr. Il peut prendre un gros chèque là et ensuite se taper le vainqueur des 2 autres. Bah oui. On l'a vu là ces derniers temps que rien de tout ça n'était sûr. Et si, admettons, un des Fury ou Joshua, peu importe le vainqueur, le perdant décide d'actionner une clause de revanche, Pepper Wilder, il peut encore attendre. Et Pepper Wilder, il n'est pas hyper jeune, tu vois, il a 35 ans. Et je pense que là, l'argent qui lui serait proposé donc, dans ce step-aside deal, c'est une somme d'argent flat. C'est-à-dire, admettons, si on lui dit c'était 15 millions de dollars, c'est 15 millions de dollars flat. Le combat face à Fury, s'il a lieu, alors je vois Loïc qui hausse les sourcils, c'est énorme, je suis d'accord avec toi. 15 millions pour rien foutre, moi je l'ai pas. Je suis totalement. Même pour me faire casser la gueule, tu me diras. Mais... alors je dis, la somme qui lui serait potentiellement proposée pour affronter Fury, alors il aurait une somme flat qui serait peut-être un peu moins élevé que ce que lui proposerait donc ce deal d'Eddie Hearn, mais avec les revenus pay-per-view, si le pay-per-view est très acheté, surtout durant cette période où les gens ont besoin de regarder des trucs à la télévision, il peut augmenter son revenu de X millions, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable.
Donc, et puis surtout, il y a aussi un autre truc qui n'est pas quantifiable, c'est la fierté et l'ego Oui. de Deontay Wilder qui est surdimensionné. Non, moi je trouve pas. Et non, moi, je pense qu'il laissera jamais sa place. Il laissera jamais sa place à Joshua pour un titre mondial. Eric, au tableau. Oui, pour pas couper, c'était comme tu parlais justement des gens ont besoin de voir ça, ça me fait rebondir aussi à l'UFC avec les pay-per-view. Il faut vraiment savoir que les pay-per-view en Amérique, c'est $65 et en ce moment, les sortir, c'est compliqué pour tout le monde. Oui, enfin, pour beaucoup de personnes. Donc, quand ils disaient les gens vont payer, ils ne peuvent plus aller dans les sport bars, ils ne peuvent plus se réunir pour partager le pay-per-view entre eux. Voilà, ça fait que l'UFC Brasilia, qui est le dernier événement UFC qui avait eu lieu déjà en semi-confinement aux États-Unis, mais déjà dans une ambiance de confinement, est le plus mauvais score enregistré chez le diffuseur ESPN. Donc, et alors que la carte n'était pas vilaine. Ah oui, très bonne carte. Et que ce n'était pas un pay-per-view, en plus. Donc moins cher, bonne carte, confiné, mauvais score. On continue sur la boxe, Christian. Canelo Alvarez, Billy Joe Saunders. C'était prévu le 2 mai, si je ne dis pas de bêtises, et que je lis bien les petits lancements que tu m'as envoyés. C'en est où? C'est reporté. Et là encore, on a ce diable d'Eddie Hearn. Alors, il n'est pas aux manettes cette fois-ci. Il n'est pas aux manettes parce que c'est Golden Boy. c'est Golden Boy Promotion, le promoteur de Canelo Alvarez, qui gère un peu la situation parce que Canelo est une bien plus grande star que Billy Joe Saunders. Alors, je vais vous donner donc ce que voudrait faire Eddie Hearn et ce que voudrait faire Golden Boy et DAZN, qui est donc le diffuseur des combats de Canelo. L'idéal pour Golden Boy Promotion, Canelo et DAZN, le diffuseur, ce serait donc que ce combat soit reporté à une date ultérieure ou voire carrément même annulé, puisqu'ils aimeraient faire au mois de septembre clôturer la trilogie avec Gennady Golovkin, faire un beau troisième combat. Eddie Hearn se sert du Covid-19 pour remanier tous ses plans en fait. Alors ça c'est pas Eddie Hearn, c'est Golden Boy Promotion. Golden Boy Promotion, c'est Oscar. Par Oscar de la Hoya et en connivence avec DAZN, le diffuseur. En réponse à ça, Eddie Hearn a dit très bien, c'est vous qui avez la main. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître chez ce monsieur qui, quand il n'a pas la main, il le sait, mais il essaye quand même d'arrondir les angles, tout ça. Et donc, pour arrondir l'angle, il a proposé à ce que Billy Joe Saunders soit en undercard donc Canelo Alvarez, Gennady Golovkin 3 et qu'il affronte le vainqueur. Voilà, sachant que Gennady Golovkin est lui aussi diffusé chez DAZN, donc ça poserait vraiment pas de problème pour que Billy Joe Saunders, s'il s'impose lors de son combat dans cette undercard, affronte le vainqueur de ce dernier combat. Il va combattre et apprendre le vainqueur derrière. Alors je pense il faut aussi qu'il revende son Billy Joe Saunders, parce que Saunders, qui a été champion du monde récemment, il a une image qui est vraiment, vraiment, vraiment pathétique en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Donc, comme beaucoup de sportifs en ce moment, comme d'ailleurs, on va saluer Morgan Charrière qui fait pas mal de live quotidiennement. Il propose des petites séances d'entraînement. Donc, Billy Joe Saunders se filme chez lui à s'entraîner et il fait une session donc de shadowboxing chez lui. Et en plein milieu de la session, il explique donc aux milliers de personnes qui le regardaient que voilà, donc il fait son shadow, il mime les coups et tout, et il dit voilà, c'est comme ça que vous pourrez frapper votre femme si jamais elle vous embête pendant ce confinement et tout. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Incroyable. Et d'ailleurs, il a chopé le coronavirus, non? Comment? Il a chopé le coronavirus, non? Alors, j'ai pas eu d'infos là-dessus. Parce que moi, j'ai vu. Il a peut-être des symptômes. J'ai vu un article qui disait le fameux boxeur qui vous expliquait comment cogner votre femme a finalement chopé le coronavirus. Ah, j'avoue que j'ai pas cette info-là. Donc, après, c'est errant ce truc. Mais du coup, ils veulent quand même le foutre sur une carte. Enfin, je veux dire, un mec comme ça, tu le laisses chez lui, quoi. Alors, le truc, c'est que Billy Joe Saunders. Non, c'est dangereux pour sa femme, du coup. Mais bon. Effectivement. Et après, Billy Joe Saunders, c'est quand même un mec qui reste très populaire en Grande-Bretagne. Il a une base fan qui est vraiment très importante.
Il en a certainement perdu un petit peu là, avec ce qu'il a dit, mais c'est un habitué de ce genre de coup d'éclat, enfin coup d'éclat négatif. Mais rassure-nous, Christian, c'est de l'humour de merde et c'est un truc mal senti ou le mec Ah oui, non, c'est une mauvaise blague. Non, c'est très maladroit, c'est une mauvaise blague. Ah. C'est pas quelque chose de sérieux. Non, il n'était pas sérieux. Mais c'est une blague qui passe très très mal, quoi. Mais Oui. non, il était absolument pas sérieux. Il a fait beaucoup de bêtises ces derniers temps. Il a été pris pour des petits faits de dopage et aussi également ces dernières années. Mais publiquement, en tout cas, il n'a jamais été question de lui qui bat sa femme ou qui bat les Ce femmes. qu'on appelle une blague à la Tex. Voilà. Bon, j'ai vérifié, j'ai pas trouvé d'article sur son coronavirus, donc je pense que Voilà, donc tu mens, Loïc, tu mens. c'est… Mais je vérifie. Fake news. Fake news. Check, il faut checker vos infos, voilà. En prison, Loïc, en prison, au cachot. D'ailleurs, tout comme Bellator, je l'ai pas retrouvé, on en parlait tout à l'heure, j'ai pas retrouvé l'article, donc encore une fois. Non mais ce mec, Putain. le mot Priorité au direct. Priorité au direct. On continue sur la boxe. Floyd Mayweather qui était endeuillé ces derniers temps. Son ex-femme et mère Mère de ses deux premiers enfants. Ses deux premiers enfants. Ouais. A été retrouvée décédée dans sa voiture, me semble-t-il, devant sa maison à elle. Ouais, dans des circonstances très, très particulières, très, très bizarres. Moi, j'ai pas tous les tenants et toutes les infos sur. Non plus, mais c'est bien sombre en tout cas. Comment ? C'est bien sombre en tout cas. Ouais, c'est très, très sombre. Après, on sait que la famille Mayweather a pas toujours. Enfin, il y a beaucoup de gens très, très. Disons, sulfureux qui entourent cette famille. Ouais. Donc, voilà, je ne veux pas dire que ce n'est pas étonnant, mais ce n'est pas la première fois qu'il arrive ce genre de choses très dramatiques dans l'entourage de Floyd Mayweather. Il vit effectivement des temps très compliqués, mais il s'est remis à l'entraînement. Et assez sérieusement. Alors, il a posté plusieurs vidéos, c'est peut-être juste du show-off et tout, mais beaucoup de gens dans son entourage parlent et explique que si jamais il y a une offre ou un truc intéressant financièrement, voilà, parce qu'il s'agit évidemment toujours de ça avec Floyd Mayweather, on en parlait au mois de février quand il avait posté des photomontages de lui face à McGregor, de lui face à, je crois que c'était face à Khabib. Ouais. Et également, on parlait de lui-même s'est exprimé en disant voilà, j'ai peut-être un petit goût d'inachevé sur le premier combat face à Pacquiao, donc pourquoi pas faire une revanche. Il y a un autre larron qui s'est pointé, qui fait lui aussi son comeback, c'est l'Argentin Marcos Maidana. Alors, Marcos Maidana et Floyd Mayweather, c'est une histoire de longue date. Ils se sont affrontés 2 fois en 2014. Et pour beaucoup de monde, dans l'histoire récente de Floyd Mayweather, c'est le seul qui a réussi à un tant soit peu le bouger. C'est-à-dire que Marcos Maidana, pour vous décrire un peu le style du mec, c'est absolument pas un boxeur technique ou un boxeur qui vraiment va faire dans le détail, vraiment son style est vraiment très rustre, c'est plus de la bagarre. Et sur les 2 combats, il a vraiment, alors pas sur toute l'entièreté des combats, mais sur vraiment 4, 5, 6 rounds de chacun des combats, il a réussi à bousculer Mayweather. C'est pas pour ça qu'il gagnait ces rounds-là et tout, hein, mais on avait vraiment une impression visuelle que Mayweather avait besoin de plus travailler, d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus attentif à ce qui se passait sur le ring que face à ses autres récents adversaires. Donc, une trilogie aussi, même si Maidana a perdu ces 2 combats-là en 2014. Maidana qui lui n'est pas un client qui demandera beaucoup d'argent si jamais il faut organiser. Je pense que c'est une des hypothèses. Après, je pense que Mayweather, vu l'âge qu'il a, il a déjà 43 ans, apparemment, il ne combattra pas avant 2021. Il ne veut pas prendre de risque, il ne combattra pas avant 2021, ce qui lui ferait, donc milieu de février 77, donc ça lui ferait 44 ans. Voilà, je pense que le but, c'est de prendre de l'argent le plus rapidement possible. Donc, à mon sens, McGregor 2, Pacquiao 2 éventuellement, et Khabib si vraiment il veut faire de la boxe, parce que son idée de 11 rounds de boxe et un 12e de MMA, ça ne sera jamais accepté, ça ne rime à rien. Mais en tout cas, oui, je pense que je commence de plus en plus à me
dire qu'on va revoir Floyd Mayweather sur un ring. Je n'y croyais absolument pas quand on en parlait en février. Et là, ça commence à devenir de plus en plus plausible. Ok. Un petit mot maintenant sur le champion du monde coq WBC, le franco-marocain Nordine Oubaly. Ouais, alors ça fait beaucoup de peine pour lui. Alors même si c'est pas annulé, alors pour rappeler, il devait faire une défense de son titre WBC des poids coqs face à Nonito Donaire en main event à Brooklyn. C'était un immense événement pour lui. Ouais. Malheureusement, ça devait se passer le 18 mai. C'est forcément reporté à une date qu'on ne connaît pas encore. Malheureusement, pour lui, Nonito Donaire est un boxeur qui, mine de rien, est vieillissant. Plus ça prend du temps à être reporté, plus Nonito Donaire, lui, qui a très clairement dit qu'il était proche de la retraite, peut potentiellement dire finalement, ce combat-là, je ne le fais pas. Ce qui laisserait Nordine Oubaly dans une incertitude qui est vraiment dommage, alors qu'il est champion du monde. Moi, je pense que ça aura lieu. Ça aura lieu, j'espère, cet été. C'est vraiment juste mon avis personnel. Je n'ai aucune info et tout, mais je pense que tout le monde a intérêt à ce que ça ait lieu dans le courant de l'été. Nonito Donaire y compris, parce qu'il faut qu'il prenne de l'argent et une chance mondiale, il l'a dit lui-même, ça ne se refuse pas. Mais c'est chiant parce que ça freine le processus de Nordine Oubaly qui, lui, je rappelle, son objectif, c'était de faire beaucoup de défenses et potentiellement terminer par des défenses en France et chez lui, dans son pays d'origine, au Maroc. Tout ce processus-là est un peu freiné et c'est dommage. Et c'est surtout dommage qu'on n'ait pas la possibilité de voir un champion du monde français défendre son titre. C'est comme le reste, ce n'est que partie remise en même temps. Donc, j'espère bien que c'est partie remise. Ne progresse pas pendant ce temps-là. Tout le monde est sur un pied d'égalité à ce moment-là. Donc bon, c'est un peu rageant, mais on le retrouvera, croisons les doigts, très, très, très bientôt. On reste dans la boxe française. L'équipe de France de boxe olympique est un petit peu ébranlée par tout ça et surtout par le report des JO. Alors. Ouais, alors on a une équipe de France qui est un peu entre deux eaux. C'est-à-dire que c'est une équipe de France qui, heureusement, est assez jeune. C'est-à-dire qu'on n'a pas de boxeurs qui étaient sur le point d'arrêter leur carrière ou de passer professionnel et pour qui un an de report aurait été vraiment, vraiment beaucoup. Alors, il y en a pour qui c'est beaucoup. Moi, je pense à Maïva Amadouche, qui est professionnelle, mais qui avait choisi de revenir en boxe olympique pour pouvoir participer aux JO en 2020. Maïva Amadouche, elle a un agenda aussi chez les professionnels qui, elle voudrait forcément devenir championne du monde. C'était un agenda qu'elle voulait mettre en place pour 2021. Très beau short. C'est un agenda. Tu me fais penser à Brad Pitt dans ce film-là. Milieu Coulée de Rivière, là non, Reading, là. Rire et chanson. Je suis nul. Attends, mais en parlant de ressemblance, moi j'ai trouvé quelqu'un qui te ressemble là. C'est un joli contre. Joli. Pas mal. Je l'ai gardé pour la fin, mais bon. Franchement, c'est validé. Je suis très fier de toi. Validé. Où est-ce que j'en étais donc? Maïva Amadouche, oui, qui a un agenda pour éventuellement devenir championne du monde en 2021. Mais le plus dérangeant dans tout ça, c'est que donc il y avait actuellement les tournois de qualification olympique partout dans le monde. Le tournoi de qualification olympique dans la zone Afrique, lui, est terminé. Donc les représentants africains qui iront au JO l'année prochaine, ils sont connus. Ouais. En revanche, en Europe, on se retrouve avec une situation un peu bancale, c'est-à-dire que tu as un TQO qui a débuté. On a même un Français qui s'est qualifié, Bilal Benama qui s'est qualifié. D'autres boxeurs français et d'autres boxeurs internationaux ont entamé ce tournoi de qualification olympique, mais ne l'ont pas terminé. Ouais. Et on se retrouve avec une partie des gens qui se retrouveront à Tokyo l'été prochain, qui sont prêts, qui savent, qui ont leur billet.
et ceux qui sont encore dans le tournoi de qualification olympique. Donc on se demande, est-ce qu'on reprend ce tournoi de qualification olympique sans les boxeurs qui se sont déjà qualifiés? Quid des boxeurs pour qui le tournoi dans leur catégorie n'est pas allé au bout, mais qui sont éliminés? Est-ce qu'on les remet dans la course? Il y a plein de petites questions comme ça qui se posent. Il y a aussi la question pour ceux qui sont, par exemple, je reprends sur la zone Afrique, il y a un dernier TQO qui devait être organisé à Paris au mois de mai, qui est évidemment reporté. C'était un TQO mondial pour tous ceux qui ne s'étaient pas qualifiés dans leur zone géographique. Ils venaient à Paris pour avoir une ultime chance de se qualifier pour les JO au mois de mai. Eux, qu'est-ce qui se passe pour eux aussi? Donc voilà, il y a plein de petits trucs. On est dans un micmac très, très, très chiant. Et il va falloir rapidement que le CIO, parce que c'est le CIO qui a repris l'organisation du tournoi olympique et des tournois de qualification olympique, il va falloir qu'il trouve une solution pour que rapidement on sache quelle est la marche à suivre et comment ceux qui veulent se qualifier, déjà savoir ceux qui peuvent encore se qualifier, et si ceux qui veulent sont en mesure de mettre en place une préparation, de savoir quelles sont les échéances, et tout ça prendra du temps. C'est vrai que c'est catastrophique cette histoire de report des Jeux Olympiques, parce que déjà 4 ans c'est très long entre deux événements. Là 5 ans pour des athlètes qui sont parfois en fin de carrière c'est compliqué, mais pas que dans les sports de combat en plus. Je vois pour l'Euro 2021, je lisais un article, l'équipe de Belgique qui est actuellement favorite, il y a beaucoup de joueurs qui seront à la retraite en fait en 2021. Ouais, mais ils ont le seum, c'est pas grave, ça conserve. Non, et puis il y a un truc par rapport au sport olympique, c'est qu'on voit les difficultés avec le sport professionnel. Là, on parle aussi d'amateurs. Ouais. En boxe anglaise, c'est vrai que c'est. La survie financièrement là-dedans, ça va être c'est comme tu le dis, il y a aussi pas mal de passerelles qui se font après de bons résultats ou des bonnes performances aux Jeux Olympiques. C'est assez compliqué. On le voit déjà au monde professionnel. Les difficultés, à part pour les sports avec des grosses ligues qui back-up et les salaires sont quand même payés, où il y a un chômage partiel, on le voit. Mais pour tout ce qui est sport de combat, c'est une bonne cata. Pendant qu'on tient Christian sur la boxe, je t'amène juste sur le terrain de ce qu'a fait l'UFC par rapport à la commission athlétique de Californie de passer outre les mesures, outre les recommandations. La boxe n'aurait jamais pu le faire. Ah non, jamais. Ils sont beaucoup trop en cheville avec les commissions pour outrepasser ce que les commissions leur imposent. C'est impossible. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi tout simplement plus responsables? Non, franchement, là, c'était illégal. C'est illégal derrière. C'est mort. D'accord. C'était important de faire le parallèle aussi et de voir que vraiment, l'UFC, c'est en gros octroyer les droits de faire ce qu'il voulait au nez à la barbe de toutes les recommandations. Voilà. Franchement, pour dire, nous, on passe tranquillement. Ça va, quoi, tu vois. Donc, mais il faut vraiment dessus la boxe, pour le coup, ça s'est arrêté tout de suite. Dès que les premières recommandations sont tombées, c'était terminé. Mais eux n'auraient jamais pu le faire. Ok. Merci, messieurs. On a dépassé d'une petite demi-heure, tranquillement. C'est notre façon de faire, c'est notre touch, bagarre générale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à on ne sait pas quand, évidemment. Ce sera sur la chaîne YouTube de First Team Sport, ça c'est sûr. Merci Eric, merci Loïc, merci Christian de nous avoir accompagnés pour. Merci à vous les gars. Le jour se lève. Et débriefer. Le jour se lève au Canada, c'est bien. Débriefer de cette UFC 249, donc annulée, reportée jusqu'à nouvel ordre. On refera peut-être une petite vidéo. Moi, j'avais envie de faire des min-tweets, donc de lire les commentaires qu'on a déjà pu avoir dans les précédentes vidéos. En commentaire, si ça vous intéresse, en commentaire de cette vidéo-là. Merci de nous suivre. Merci à cette communauté qui, en général, donne des commentaires plutôt intéressants. On a vu des débats aussi assez intéressants, ce qui m'a personnellement assez étonné, parce qu'on a très peu de gens qui s'insultent, etc. Donc, j'ai trouvé ça très cool. Merci à tous. Et bravo à la First Team Sport d'avoir cette communauté assez cool. Donc voilà, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais cliquez sur la cloche. Pouce bleu.
Et je vous dis à bientôt à tous. Salut les amis. Et Salut. restez chez vous, restons chez nous. Faites des pompes. Restons chez nous. Il va nous falloir un plus gros bateau. Salut les gars. Bye bye. Ciao, les Salut. gars. Ciao.